BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus. On va voir que l'Ethereum évolue. Une nouvelle mise à jour à venir et son cours aussi en profite. On va voir ça dans quelques instants avec Lilian Yaga, journaliste chez Cryptos. Bonjour Lilian. Bonjour Amaury. On verra aussi qu'il y a potentiellement un nouveau paradigme dans le marché des NFT. Et puis un homme qui nous alerte sur les dérives de l'IA générative, c'est Fabien Offrechter. Bonjour Fabien. Bonjour Amaury. Vice-président en charge du Web3 chez Vivendi. On verra que le Web3 pourrait justement être une réponse face à certaines dérives de l'IA générative. Mais d'abord, on file faire un tour sur le marché crypto avec le Bitcoin qui se maintient au-delà des 52 000 $ depuis 5 jours. Nous sommes en ligne avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Amaury. Xavier, ça fait 5 jours qu'on est au-delà des 52 000 $, relativement stable aujourd'hui. Techniquement, à quoi on peut s'attendre pour la suite ? C'est vrai que ça fait une semaine que le Bitcoin est scotché sur les 52 000 $, mais n'oublions pas quand même qu'il gagne presque 25% en février, après un mois de janvier qui a été complètement plat. Donc c'est vrai que cette pause de quelques jours est positive, puisque si on regarde finalement d'un peu plus près sur des unités de temps 4 heures, à chaque fois qu'on fait un plus bas, il est plus haut que le précédent, ce qui veut dire que les acheteurs reviennent à la charge de plus en plus tôt, ce qui montre en fait qu'on est toujours dans une dynamique et une psychologie de marché très positive. Alors il y a 2 semaines, Amaury, ici même, je vous disais qu'on pouvait avoir un short squeeze sur Bitcoin lui permettant d'atteindre les 50 000 $. C'est donc plus que fait. Alors même si aujourd'hui on estime qu'à court terme, c'est pas vraiment le timing pour rentrer à l'achat, on peut se laisser porter jusqu'à un prochain objectif vers 54, voire pourquoi pas les 56 000 $. En fait, c'est le scénario qui est privilégié tant que Bitcoin restera installé au-dessus de la zone des 50 500, 50 000 $. Là en dessous, prise de bénéfices appuyée qui ramènera probablement le Bitcoin vers les 44 45 000 $, avec à la clé une propagation d'un repli majeur sur les altcoins qui pour certains ont été multipliés par 2 depuis le début de l'année. Et d'ailleurs, et vous en allez en parler juste après, le numéro 2, Ether, gagne lui 30% depuis le 1er février. Donc les voyants restent totalement verts, mais on se méfie quand même d'un piège acheteur au cours de ces prochains jours ou semaines. Et ça va être en fait toute la difficulté de laisser courir finalement les positions existantes pour justement ne pas courir après la hausse, parce que des replis, finalement, il n'y en a plus. Donc c'est très difficile de se placer sans avoir l'impression finalement d'acheter trop tard après une telle hausse. Donc attention quand même à l'émotivité trop positive et relever progressivement ces alertes pour accompagner ce mouvement aussi bien ancré le plus longtemps possible. Parce que parfois, tenir vaut mieux que courir. Effectivement, Xavier, il ne faut pas FOMO, comme on dit, rester calme sur les marchés. Merci beaucoup, Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée, Xavier. Messieurs, je propose qu'on commence par vos tops de la semaine, puisque c'est que des tops, que des choses positives aujourd'hui. Lilian, je crois que la montée d'Ethereum ne vous a pas laissé insensible. Exactement, ouais, c'est mon top de la semaine, la performance d'Ethereum. Donc, Xavier l'a bien expliqué au tout début. En février, Ethereum, pour l'instant en tout cas, ça soit sur une belle performance de plus de 30%. Et c'est assez appréciable de le voir, notamment quand on sait que sur l'année 2023, l'Ether a sous-performé le Bitcoin, a rendu pas mal d'investisseurs assez frustrés. À tel point d'ailleurs que plus grand monde ne parlait d'Ethereum, il faut le dire. En janvier, tout début d'année, donc sur Cryptos, on publiait un dossier justement pour expliquer que c'était peut-être pas le bon moment de se désintéresser d'Ethereum parce qu'il y avait pas mal de choses intéressantes à venir et surtout les fondamentaux s'étaient renforcés. Et on le sait, on a beaucoup parlé sur ce plateau ensemble, Amaury. On a eu en septembre 2022, si je ne dis pas de bêtises, on a eu la mise à jour The Merge sur Ethereum, qui s'est suivi de la mise à jour Chapella en avril 2023. Tout ça, ça concrétisait le passage d'Ethereum sur un nouveau style de fonctionnement, qui est le Proof of Stake, qui était une étape très importante dans sa roadmap, mais qui n'a pas suffi à, on va dire, répondre aux problèmes principaux d'Ethereum, qui est la scalabilité. C'est-à-dire la capacité à suivre quand on a énormément d'utilisateurs qui arrivent sur le réseau sans que ça soit en surcharge, sans que les frais deviennent trop importants. Ça, c'était le principal problème d'Ethereum. Tout le monde pensait que le passage au Proof of Stake allait solutionner ce problème. C'est pas le cas. Et donc, c'est vrai que ça a un peu frustré les investisseurs. Donc, il faudrait encore une autre mise à jour qui arrive, c'est ça Voilà. Et c'était de toute manière, ça faisait partie de la roadmap d'Ethereum, on le savait. Et il y a 2 choses à savoir. C'est que d'abord, le narratif d'Ethereum, l'avenir d'Ethereum ne passe plus par uniquement cette blockchain de layer 1, comme par exemple Solana peut l'être. Et le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin lui-même, le soutient. L'avenir d'Ethereum passera par des solutions de seconde couche, ce qu'on appelle des layer 2, qui lui permettront justement d'améliorer sa scalabilité.
Et là, récemment, on a eu le lancement du token de Starknet, qui est l'une des layers 2 les plus attendues, de type ZK Rollup. Et il y en a d'autres qui devraient arriver, donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que il y a une mise à jour très très importante à venir sur Ethereum. La suite, finalement, dans cette roadmap, c'est la mise à jour de Surge, qui passera par une première étape. Alors voilà, c'est très technique, il y a beaucoup d'étapes, hein, évidemment, ce sont des immenses mises à jour, on parle quand même d'une blockchain vraiment énorme, mais la prochaine étape, c'est la mise à jour Cancun, qui devrait intégrer ce qu'on appelle le proto-dank sharding. Alors voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, c'est un terme très technique, mais l'idée, ce qu'il faut retenir très basiquement, c'est que ça va améliorer énormément les performances d'Ethereum, et ça va réduire drastiquement les coûts de transaction, et ça va impacter toutes ces fameuses solutions de seconde couche. Et donc voilà, il y a tous ces éléments-là, quand on les met les uns à côté des autres, on ne peut que se dire, et c'est ce qu'on expliquait en début d'année sur Cryptos, on ne peut que se dire que là, les prochains mois pour Ethereum allaient être intéressants, et ça commence à se concrétiser sur le marché. Évidemment, je ne sais pas si ça va continuer, mais en tout cas, d'un point de vue fondamental, Ethereum est très intéressante à suivre. Voilà, ça bouge du côté d'Ethereum. Ethereum continue de se développer. C'était surtout Bitcoin qui était en la lumière ces dernières semaines, notamment avec l'arrivée des 11 ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Bitcoin a connu une forte hausse et continue de monter. Et là, c'est Ethereum qui se réveille, entre guillemets. Fabien Frechter, je le rappelle, vice-président en charge du Web3 chez Vivendi. Vous, votre top de la semaine, c'est du côté de l'art numérique, l'art digital. Exactement, parce que cette semaine, justement, c'est NFT Paris. C'est un événement international durant lequel toute la communauté des NFT, de la crypto et plus globalement du Web3 va se réunir. Et un petit événement qui n'a pas fait beaucoup de bruit finalement, ou du moins pas autant qu'espéré, ou pas autant que mérité, c'est sans doute le grand concert d'Agoria au musée d'Orsay. Pourquoi cette petite actualité qui me tient tant à cœur? Déjà parce que c'est la première fois où on va voir le Web3 qui va vraiment d'une certaine manière rentrer en contact frontalement avec les œuvres d'un musée national et surtout d'un musée aussi emblématique que le musée d'Orsay. Et surtout, c'est la première fois où on va avoir vraiment le monde de la culture et le monde du Web3 qui va rentrer pas seulement en choc, mais vraiment face à face, frontalement, pour créer quelque chose de radicalement nouveau, des musiques personnalisées, des œuvres d'art personnalisées, des interactions elles-mêmes personnalisées, bref, de l'art personnalisé, vous l'avez compris, le Web3, pour personnaliser la relation à la culture. Et alors, comment est-ce qu'on peut... Ouais, c'est ça, l'art, en passant par le Web3, qu'est-ce que ça change par rapport à d'habitude? C'est que là, on peut peut-être plus personnaliser, plus cibler ce qu'on fait, c'est ça ce qu'ajoute le Web3. Alors, surprise jusqu'à au moins vendredi soir et ce fameux concert bien entendu, mais cela dit, ce qui s'annonce, c'est a priori des musiques personnalisées, autrement dit des écoutes qui sont mintées, des musiques NFTisées, avec donc 3 choses. Premièrement, une promesse de personnalisation, on l'a suffisamment dit, mais surtout derrière une promesse de monétisation peut-être, et enfin sans doute une promesse de partage, une nouvelle manière de partager des expériences uniques ou qui s'enrichiront au fur et à mesure des écoutes. Bref, en tout cas, un concert sans doute à ne pas manquer et Agoria ne manquera pas encore de nous surprendre. Voilà, donc Agoria ce vendredi, et c'est, rappelez-le, au musée d'Orsay. Au musée d'Orsay. Voilà, à quelle heure vous avez l'heure? Je crois que c'est à 19h ou 20h. Bon, vendredi soir, en tout cas, voilà, allez vous renseigner là-dessus. Si cela vous intéresse, ça a l'air passionnant, en tout cas. Merci beaucoup, Fabien. Lilian, on parlait d'art digital à l'instant, ça bouge aussi du côté des NFT. Et donc on voit que le marché se réveille sur un plus haut depuis plus d'un an. Mais Game Changer, il y a la collection qui avait fait beaucoup parler au cycle dernier, donc c'est les Bored Ape, qui serait en train de se faire détrôner par une autre collection, ce serait des pingouins cette fois-ci. Alors, en train de se faire détrôner, bon, c'est compliqué, ça peut changer. Alors, détrôner, on ne sait pas, mais en tout cas, ce qu'on appelle le floor price, c'est-à-dire le prix minimum pour un NFT d'une collection, là, est en train d'être plus important du côté de cette collection de pingouins plutôt que celle des fameux Bored Ape. Les pingouins qui remplacent les singes. Voilà, c'est ça. En effet, donc c'est un événement qui a eu lieu cette semaine. Alors, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion de parler du marché des NFT, mais à l'occasion de NFT Paris cette semaine, et donc il y a énormément d'actualités très sympathiques. C'était l'occasion aussi de faire une petite parenthèse là-dessus, d'autant plus que je trouve cet événement assez symbolique. Donc en effet, c'est la collection des Pudgy Penguins qui a dépassé la collection des Bored Ape, qui était la plus grosse collection de NFT à l'heure actuelle en termes de floor price. Alors évidemment, ils l'ont dépassé une fois, ça a peut-être changé depuis, ça peut se redépasser, etc. C'est pas fixe du tout, c'est pas une position qui est prise et qui ne sera jamais repris. Mais en tout cas, voilà, c'est la première fois vraiment que une collection arrive à dépasser en termes de floor price cette collection des Bored Ape en tout cas. Donc le floor price, c'est le prix plancher
d'un NFT de cette collection, puisqu'évidemment, voilà, chaque NFT a un prix différent, le prix auquel l'utilisateur souhaite le vendre. Et donc, ce qu'on utilise pour déterminer la valeur d'une collection, on va dire, c'est ce prix plancher, c'est le prix le plus bas auquel un utilisateur décide de vendre l'un des NFT de cette collection. Donc on était aux alentours de 22 Ethers pour les Pudgy Penguins, donc les fameux pingouins, alors qu'on était tombé en dessous de 22 Ethers pour les Bored Ape. Et ce qui est assez intéressant à regarder, c'est un petit peu pourquoi, comment ça se fait, puisqu'on parle quand même de Bored Ape, la collection qui était au sommet depuis plus de 2 ans, qui a fait vraiment l'actualité en 2021. Voilà, on a vu énormément de stars arborer en photo de profil sur leurs réseaux sociaux une image de cette collection des Bored Ape, un fameux singe. Et notamment d'ailleurs Justin Bieber, voilà, pour donner un petit exemple, et des stars de NBA. Donc voilà, ça, Stephen Curry, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça va vraiment percer au-delà du monde du Web3. Et donc ils étaient à peu près aux alentours des 170 ETH de floor price il y a 2 ans. Ils sont tombés à 22 ETH, notamment pour des choix qui sont un petit peu controversés au niveau de la communauté. La création d'un métaverse, The Other Side, qui est donc le métaverse de cet écosystème des Bored Ape. La création d'un token qui est jugé un petit peu comme un meme coin, donc un token qui n'est pas forcément très apprécié, le Ape Coin, qui ne fonctionne pas, qui est à moins 95% aujourd'hui sur 1 an depuis son lancement. Enfin, voilà, c'est assez catastrophique. Et de l'autre côté, on a une collection qui a plutôt misé, non pas sur le monde virtuel, mais sur le monde réel. Donc avec les pingouins qui s'affichent derrière vous à Maury, qui ont misé voilà, donc, sur... Si vous nous suivez en télé, on voit cette fameuse collection de pingouins. C'est quoi le prix actuel minimum pour avoir un de ces NFT-là, Olivier? C'est 22 Ethers. 22 Ethers, ça fait, là on est 60, quasiment à $3 000. Voilà. Donc, autour des 60-65 000 $, dans ces eaux-là. Ouais. Donc c'est assez cher, mais parenthèse, mais je le disais tout à l'heure, les Bored Apes sont allés jusqu'à 170 ETH au sommet du marché, à une époque où l'Ether était aux alentours des 4 000, 4 500 $. Donc il y a encore de la marge, hein, mais en tout cas, voilà, cette collection a plutôt misé sur autre chose, donc le monde réel, avec la création de goodies, de jouets pour enfants, de collections de vêtements, qui ont été propulsés en plus par un partenariat avec Walmart, donc une enseigne assez connue, notamment au Royaume-Uni. Donc voilà, en tout cas, c'est 2 mondes qui se sont un petit peu opposés, l'un qui a misé sur le monde virtuel, l'autre sur le monde réel. Et pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt en train de sourire aux fameux pingouins. Bon, on va suivre ce marché des NFT qui reprend des couleurs petit à petit et potentiellement un nouveau paradigme. Voilà, des collections qui étaient à la mode, qui le sont peut-être un peu moins maintenant, et d'autres qui commencent à tirer leur épingle du jeu. On suivra tout ça. Fabien Aufrechter, vous avez souhaité vos vœux en tant que maire de Verneuil-sur-Seine d'une manière assez originale en 2024. Vous avez laissé faire un avatar, c'est ça. Donc vos vœux n'ont pas réellement été souhaités par vous, mais par l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je pense que depuis quelques semaines, pour pas dire quelques jours avec Sora, on a bien compris que l'IA générative n'était plus de la science-fiction. Et en tant que maire, j'avais envie simplement d'alerter justement sur les risques en faisant une vidéo de vœux faite entièrement par l'IA générative. C'est quelque chose qui peut paraître très compliqué, qui est désormais complètement démocratisé. C'est devenu extrêmement simple, en littéralement 3 clics et 2 minutes, on peut faire une vidéo d'un avatar qui va pouvoir dire n'importe quoi. C'est quelque chose qui est extrêmement amusant, c'est quelque chose qui peut sembler passionnant, et l'IA générative... Et comment on fait techniquement? C'est-à-dire que vous aviez une photo de vous, puis vous avez écrit un texte, et derrière, ça... Même pas besoin, c'est littéralement 2 minutes, même pas à regarder une caméra sur sa webcam, et ensuite on clique, on écrit le texte qu'on a envie, et c'est parti, en sachant qu'on peut même demander à l'IA générative d'écrire le texte. Bref, ce sont des logiciels démocratisés, pour la plupart gratuits, qui vont permettre de pouvoir faire aussi bien des avatars que d'autres types de contenus, de la musique, du texte évidemment, mais aussi avec Sora de la vidéo. C'est à la fois fascinant, mais inquiétant aussi, parce que ça veut dire qu'on peut faire dire un peu tout et n'importe quoi à n'importe qui. Et justement, vous venez nous dire aujourd'hui que face à certaines dérives de l'IA générative, donc le Web3 pourrait être une solution. En quoi le Web3 pourrait nous aider à se protéger des mauvais côtés de l'IA, Fabien? Imaginez qu'en 2 minutes, même pas, je peux utiliser votre voix parce que je la récupère sur un podcast de BFM ou celle de n'importe quel homme politique, ministre, député ou celle de n'importe quel dirigeant pour lui faire dire n'importe quoi. N'importe quoi sur une vidéo, n'importe quoi également sur du live, puisque maintenant avec les face swap, on a la possibilité même de se faire passer pour quelqu'un d'autre grâce aux IA génératives avec des logiciels gratuits qui peuvent vraiment être très impressionnants et donc très trompeurs.
On voit immédiatement les risques, les scams, les arnaques, mais également, évidemment, des vrais crashs réputationnels avec des impacts en bourse, des impacts évidemment politiques peut-être, ou voire géopolitiques. Souvenez-vous, après tout, Zelensky avait lui-même été victime d'un deepfake. Ces vidéos trompeuses qui faisaient croire qu'il aurait dit qu'il fallait se rendre à l'époque. Bref, à l'époque, c'était mal fait. Aujourd'hui, on ne voit plus la différence entre la vraie et la fausse vidéo. Mais pour pouvoir vraiment authentifier un contenu, il n'y a pas 36 solutions. Et c'est là que le Web3 peut vraiment nous aider, peut-être à nous protéger de l'IA générative ou du moins de ses dérives. Donc comment ça marche? C'est-à-dire c'est arriver à traiter, à tracer les vrais contenus, on va dire, via la blockchain pour savoir un peu d'où ils viennent. Ça peut être ça la solution? À l'automne dernier, j'étais à Shenzhen, en Chine. Et c'est pourtant pas l'endroit où on aurait imaginé que la blockchain publique soit utilisée par, en l'occurrence, une bourse institutionnelle pour protéger des contenus et protéger en l'espèce des publicités. C'était la première fois que j'avais pu voir ces technologies se révéler. Or, qu'est-ce qu'on voit depuis? On voit que cette technologie de certification de chacun des contenus pour les protéger, pour mieux les monétiser et par ailleurs pour mieux les tracer, eh bien ça répond à un certain nombre de problématiques dont se sont emparés les GAFA. Depuis à peu près Noël, les normes technologiques, notamment celle C2PA, la norme technologique qui permet justement de mettre tous les GAFA et tous les grands géants du numérique d'équerre pour proposer une méthode de certification, une sorte de copyright digital, n'a fait que se développer et on devrait avoir dans les prochains mois, pour ne pas dire prochaines semaines, une généralisation de ces protocoles qui reposent sur quoi? Simplement quelque chose que, autour du plateau, nous connaissons depuis des années, à savoir la blockchain publique pour simplement certifier, authentifier, protéger. Attention, et c'est là où la chose devient intéressante, il ne s'agit pas de dire si un contenu est vrai ou faux, parce qu'on ne pourra avec la blockchain simplement certifier une seule chose. Dire où il vient en fait. La provenance. Ouais. Or, la provenance est déjà clé, puisque si vous voyez une vidéo qui ressemble à, je ne sais pas, le président de la République, mais qu'elle vient d'un compte lambda, eh bien peut-être qu'on sera plus inquiet ou plus méfiant en tout cas. Et donc sans doute que la technologie devra aller de pair avec de la pédagogie, mais en tout cas, on a ici une vraie application du Web3 qui peut espérer deux choses. D'abord, nous éviter le drame de l'IA générative mal utilisée ou utilisée à des fins forcément mauvaises. Et puis derrière, peut-être une adoption simplement du Web3 pour quelque chose de positif, à savoir non seulement se protéger, mais aussi, je l'ai dit, monétiser et tracer. Parce qu'avec des systèmes tokenisés, on peut espérer non seulement, évidemment, monétiser, mais surtout remplacer les cookies tiers, autrement dit, améliorer le CRM en imaginant des CRM décentralisés. Donc pour vous, Fabien, le Web3 qui protège le public face à certaines dérives de l'IA, ça peut être une des applications concrètes du Web3 dans les années qui viennent? Non seulement ça va être une des applications concrètes, mais ça va devenir une obligation. Aujourd'hui, et c'est pas fait exprès, vous aviez une actualité toute chaude, brûlante. C'était pourtant il y a 10 ans quand Vinci avait été hacké, son cours de bourse hacké par un faux communiqué de presse. Et aujourd'hui, la Cour de cassation qui a validé l'amende de plus de 3 millions d'euros, je crois, de 3 millions d'euros pour Bloomberg qui avait relayé un faux communiqué. Ils n'avaient pas vu que c'était un faux. C'était peut-être même un chatbot, qui sait. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure des chatbots, à l'heure où il est plus en plus facile de créer des faux contenus, le risque est réel pour les médias, il est réel pour le grand public, pour les citoyens, et les cas sont foultitudes. J'ai eu l'occasion d'échanger avec de nombreux PDG qui ne se rendent pas forcément compte que demain, on pourra piquer la voix de leur secrétaire ou leur voix pour pouvoir interagir à leur place à petit niveau ou peut-être à grand niveau. Imaginez si moi, en tant que maire, demain, on entendait ma voix dire que l'eau était empoisonnée dans ma commune, comment ensuite je pourrais, moi, ou avec les différentes entreprises de distribution d'eau, démentir à une petite échelle locale, là où ce qui compte, ce n'est plus seulement la teneur des contenus, mais leur viralité, et où les mauvaises nouvelles vont toujours plus vite que les bonnes. Eh bien, demain, le Web3 peut-être participera à la sécurisation du compte X de la SEC. Voilà. peut-être que le Web3 aurait pu sauver la réputation de la SEC, le gendarme boursier américain. Lilian, l'IA, c'est vrai qu'on en parle aussi beaucoup dans le marché crypto. Il y a même une narrative à part entière et on a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, beaucoup de tokens liés à cette narrative qui ont littéralement explosé pour certains. Est-ce qu'on a des cryptos avec des applications d'intelligence artificielle concrètes, ou alors là on est plus sur une petite bulle à l'intérieur d'un spéculative? Alors c'est toujours compliqué à répondre. Il y a beaucoup de tokens IA qui existent aujourd'hui. Mais... Exactement. En fait, c'est un petit peu compliqué parce que c'est un sujet qui est extrêmement en tendance, l'intelligence artificielle. C'est un secteur technologique qui est extrêmement prometteur, très intéressant à suivre. Et d'un autre côté, on a le secteur du Web3, de la blockchain, qui est aussi un secteur technologique très intéressant.
quand on mélange les deux, forcément, ça peut donner de belles choses. Après, techniquement, il faut quand même répondre à beaucoup de problématiques. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut s'imaginer la blockchain venir aider l'intelligence artificielle et inversement. Il faut penser aussi dans l'autre sens. Mais pour le moment, en tout cas, il n'y a rien de bien concret qui se développe. Alors, on a eu une tendance, notamment suite à la sortie de ChatGPT, qui a un petit peu mis la lumière sur le sujet de l'intelligence artificielle aux yeux du grand public. Et on a eu l'émergence de dizaines et de dizaines de tokens de crypto qui étaient liés à l'IA ou qui avaient IA dans leur titre ou qui s'étaient rebrandés, donc qui avaient modifié leur thématique pour s'orienter vers l'IA. J'en parlais en janvier 2023 sur Cryptos, on faisait un petit article pour en discuter. J'ai regardé curieusement il y a quelques jours en me disant tiens donc voyons un petit peu où en sont ces cryptos. Sur les 5 dont on parlait, les 5 sont plus bas qu'elles l'étaient en janvier 2023, mais beaucoup plus bas, alors même que le marché a surperformé. Donc on voit que c'était une tendance très court terme et que la majorité de ces tokens-là en fait n'ont aucun avenir. En revanche, il y a quelques projets qui commencent à se distinguer. On peut en mentionner quelques-uns. On a des projets comme BitTensor, Tao qui a fait une performance complètement exceptionnelle depuis son lancement de toute manière et depuis novembre dernier, je crois, on est sur quasiment un x2, si ce n'est plus. Donc voilà, on a quelques actifs comme ça qui se distinguent et qui semblent intéressants sur le papier. Malheureusement, en termes d'intelligence artificielle, je ne suis pas un expert et j'ai un petit peu de mal à dire si oui ou non les promesses techniques vont réussir à être soulevées, mais en tout cas, ça semble extrêmement bon. En tout cas, quelque chose se passe du côté de l'IA sur le marché crypto et pas que d'ailleurs. Fabien Aufrechter, vous voulez réagir ? Peut-être juste pour rebondir, c'était il y a quelques jours à peine, Vitalik Buterin qui tweetait que la promesse immédiate de l'intelligence artificielle pour le marché de la crypto, c'était sans doute les outils d'IA génératifs pour déboguer le code cœur d'Ethereum. Et peut-être que là, on a une application concrète. Bien sûr, il le disait lui-même, il va falloir évidemment encadrer tout ça, encadrer l'IA générative pour le code, pour les contenus. Est-ce que demain, on aura un RGPD des contenus, un RGPD du code ? Bref, en tout cas, l'IA générative n'a pas fini de nous surprendre. Bon, et donc Fabien, pour finir, il nous reste une bonne minute, mais qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure sur le Web3 et l'IA ? Donc, en gros, pour résumer, il y a certaines dérives, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'IA. Le Web3 peut y répondre. Comment est-ce que, quel est le cas d'application le plus concret qu'il pourrait y avoir sur le Web3 ? Enfin, ma question est un peu générale, mais je voulais avoir votre avis là-dessus. Dans les toutes prochaines semaines, pour ne pas dire dans le cadre des élections européennes puis américaines, la norme C2PA va se développer et va devenir réalité. Tous les acteurs de Microsoft à Google, en passant par Meta, etc., sont en train de l'intégrer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je ne sais pas, par exemple sur LinkedIn, quand vous verrez une photo ou une vidéo, vous aurez un petit logo CR sur l'angle en haut à droite. Vous pourrez cliquer et vous aurez le certificat de provenance. Ça veut dire qu'au quotidien, vous pourrez aller checker vous-même si le contenu a été bien produit par la personne qui prétend l'avoir produit. Et le cas échéant, s'il ne l'a pas été, vous pourrez même peut-être voir à l'intérieur du contenu les éléments qui auront été modifiés. Ce n'est pas de la science-fiction, ce sont des choses qui vont se développer, qui seront d'abord dans les mains des politiques pour se protéger dans le cadre des élections, mais qui vont se répandre très probablement à l'écosystème média d'ici la fin de l'année. Et 2025 sera sans doute l'ère du Web3, outil de protection de l'IA. Extrêmement intéressant. Lilian, pour conclure. Alors, c'est un sujet que je ne suis absolument pas, mais ça me rappelle un petit peu les notes de la communauté sur Twitter. On pourrait envisager un schéma où finalement les contributeurs de ces notes de la communauté qui viennent vous dire attention, ça c'est faux ou cette information est partiellement fausse, puissent être rémunérés par le biais d'un token parce que les informations reposent sur la blockchain. Je pense qu'il y a des cas d'usage comme cela qui doivent être très intéressants, qui doivent probablement se développer, même si je les connais pas encore. Mais c'est un vaste sujet, un sujet qui a l'air passionnant. On suivra tout ça, notamment, surtout une année d'élection américaine comme celle-ci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs. Fabien Aufrechter, vice-président en charge du Web3 chez Vivendi, et Lilian Aliaga, journaliste chez Cryptos. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 15h. Bonne journée, bonne soirée. BFM Business, BFM Crypto, le club.